Alors Anthony, toi tu es Bonjour. directeur général de TBWA Corporate et surtout tu es aujourd'hui le fondateur de Diversity Days. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton initiative? Oui, alors j'étais, parce que j'ai eu ce qu'Émilie Vido a appelé le social calling, moi c'était le Bravo. social bathing. Je me suis pris une claque il y a quelques mois parce qu'on a organisé un événement qui s'appelait Diversity Days, qu'on a voulu créer avec Mounira Hamdi, donc, qui est la cofondatrice de Diversity Days, avec un constat de départ simple, c'est qu'aujourd'hui dans la tech et le numérique, Moussa en parlait très très bien, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on pense entrepreneuriat tech numérique, on pense à pas grand monde qui vient de cette diversité, on va dire sociale et culturelle. En revanche, quand on pense foot, artistique, etc., on identifie tout de suite des visages et des gens qui font très bien le boulot, puisque la Coupe du Monde, comme le disait Moussa, a été remportée par cette fameuse diversité aussi française. Donc notre enjeu est simple, c'est de se dire comment on va réveiller cette diversité en France pour faire en sorte que dans la tech et le numérique, on identifie plus souvent des gens qui viennent de parcours et d'horizons différents, de milieux ruraux, de banlieues, de quartiers, et leur permettre, non pas en les aidant, mais en les accompagnant, tout simplement à réaliser leurs projets. Aujourd'hui, on part du principe qu'il en existe beaucoup, mais on ne les voit pas, on ne les entend pas. Donc notre rôle avec Diversity Days, c'est de mettre à un moment la lumière sur eux et les accompagner aussi en termes de mentoring, leur trouver un réseau, voilà, à talent égal, leur permettre de réussir et trouver les armes et peut-être les accompagnements nécessaires. Et alors tu as créé depuis un an Diversity Days qui cartonne, il faut le dire. Je ne sais pas si vous avez vu ça un peu sur les réseaux sociaux, mais Anthony est omniprésent. Et tu mets en lumière justement des parcours qui sont inspirants, issus des quartiers. Est-ce que tu peux nous raconter d'où vient en fait ton engagement? Alors, moi, je suis un natif évrien. Alors, je sais qu'il y a quelques camarades d'enfants. Karim qui a fait déterminer, c'est un ancien d'Évry aussi. Donc, on était en cours d'art plastique ensemble pour pas le balancer. On s'ennuyait ensemble sur les bancs de l'école. Plus sérieusement, donc moi, j'ai fait 25 ans à Évry. J'ai fait de la petite école jusqu'à l'Institut Mines Télécom qui est à Évry. Pas grand monde le sait, mais c'est une fierté aussi locale. Et à cette époque, j'étais déjà le seul d'Évry à faire cet Institut Mines Télécom qui était l'ancienne école des cadres de France Télécom. Et donc en fait je me suis rendu compte déjà qu'il y avait un souci parce que je me suis dit comment je peux être le seul banlieusard, le seul évryen à être dans cette école-là. Les choses ont un peu changé parce que l'école a une grosse politique aujourd'hui de diversité et donc a changé un peu les choses. Mais donc en continuant mon parcours, moi j'étais un enfant terrible, j'aurais pu être dans l'école 42, j'étais vraiment enfin je tenais pas sur une chaise, je crois que j'ai donné quelques dépressions à des profs. Mais ensuite du coup j'ai atterri à Paris, j'ai fait mes pas en agence pour finir mon dernier poste en tant que directeur général adjoint chez TBWA. Et j'ai été frappé, je pense, de voir le manque de diversité. Vous le savez, dans la pub, les métiers qui sont les plus actifs sont souvent liés au numérique. Donc on a besoin de développeurs, on a besoin de digital strategies, je passe les acronymes en tout genre. Et là, moi, je me suis pris, c'est vrai, au bout de 2-3 ans, je suis rentré contre moi, contre mon plein gré, dans une logique de mimétisme, à essayer d'embaucher des profils très Sciences Po, Celsa. Je suis un ancien Celsa. Sciences Po, Celsa, Sciences Po, Celsa, Sciences Po, Sciences Po. Et je crois que j'en ai eu marre parce qu'en fait, j'avais toujours les mêmes profils en face de moi, malgré le fait que ce soit des amis aujourd'hui et que je les adore. Mais je me suis dit comment je peux peut-être tirer des cordes pour aller rechercher des gens avec qui j'ai fait mes études, avec qui ont des parcours géniaux, mais qui ne se sont pas dit tiens, le numérique peut être un fer de lance, tiens, le numérique peut être une opportunité. L'entrepreneuriat aussi, l'entrepreneuriat, on le sait, et aussi largement porté par cette économie numérique. Donc comment à un moment on passe le périph', on tire des cordes et des choses qui font qu'on permette à certaines personnes qui ont envie de se réaliser de s'élever socialement aussi, parce que moi j'ai eu cette chance à un moment de dire tiens, je suis nommé directeur général adjoint, le salaire suit, je peux investir, je peux changer de vie, etc. Et donc aujourd'hui il y a cette opportunité-là, faut-il encore que ça se sache. Simplon y contribue, l'école 42 y contribue, il y a plein d'autres acteurs qui font ce travail-là aujourd'hui, et surtout de gens qui, à un moment, sont des décrocheurs scolaires. Mais je pense, et Dipti en a très bien parlé, Moussa également, donc je ne vais pas faire de la redite, mais on a besoin de rôle modèles. On a besoin de gens qui, à un moment, par leur parcours, par leur galère, à l'instar de Thierry Marx, etc., de ce qu'il a pu connaître en étant jeune, des galères qui disent, tiens, j'ai beau ne pas avoir toutes les armes au début, le numérique peut être une opportunité. Si je me forme, trouver un job, à un moment être responsabilisé, créer peut-être ma boîte. Voilà. Donc ça part d'une histoire personnelle et ensuite
c'est le constat effectivement d'un monde qui est, dès lors on rentre dans des succursales comme l'agence de com est restée quand même figée dans les années 80, on va pas se mentir. Elle est en rien, je parle des agences de com en général, elle est en rien diversifiée, donc elle a un gros travail à faire parce qu'elle est dans la cooptation à tout va, parce que c'est la facilité, on est pris dans le jus, dans le quotidien, etc. Donc aujourd'hui, ces agences-là ont une grosse mue à faire, celles qui recrutent tous les talents digitaux, et je pense que ça peut les aider d'aller recruter dans la diversité. Parce que diversité de regard, diversité de parcours, diversité peut-être de vision par rapport à ce qu'est une publicité réussie. On a vu des drames publicitaires là, sortir ces derniers temps. Je me dis que s'il y avait quelques personnes issues de la diversité dans la salle, il y a des choses qui ne seraient pas sorties. Donc ça peut aider en fait d'avoir des regards différents dans une boîte. Et Emmanuel Faber, qui n'était pas là ce matin, mais qui avait un discours très positif en disant on a besoin de cette diversité pour que l'entreprise réussisse. Donc restons sur un enjeu économique purement, au-delà d'être social ou sociétal ou encore plus dans la charité, on n'est pas là-dedans, mais de se dire à talent égal, donnons l'opportunité à des talents de s'exprimer, de réussir. Et tu disais, Anthony, tu parlais de recrutement, mais il y a des chiffres qui sont quand même frappants. On le sait, aujourd'hui, un jeune qui est issu de quartier a 3 fois moins de chances d'être accepté pour un entretien d'embauche. C'est glaçant. Est-ce que tu as des recommandations pour que les choses changent? Écoute, j'ai pas envie qu'on tombe dans la charité parce que c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui un recruteur, ce qu'il regarde, c'est les compétences, le talent. Dès lors où il regarde autre chose, malheureusement, c'est un peu embêtant et là on tombe dans des cas de racisme, etc. Moi je suis passé par le dispositif Mosaïque RH il y a 7 ans, 8 ans. Je trouve que ça fait partie de ces initiatives qui permettent à un moment à un jeune juste d'entrer dans le milieu d'une grande entreprise. C'était mon cas, moi, à l'époque, j'étais Suez, maintenant Engie. Et donc, je pense qu'il y a des dispositifs qui peuvent aider. Moussa par rapport aux entrepreneurs, Mosaïque RH par rapport à quelqu'un qui est en bac plus 2, bac plus 3, etc., qui veut chercher sa première alternance, parce que ça paraît rien, mais quand les parents n'ont pas de réseau, c'est quand même une galère. Article 1 pour les plus jeunes. Moi, j'invite aussi tous les gens de cette salle à se rendre dans pas longtemps dans un lieu qui va s'appeler l'Ascenseur, qui est vers Bastille. C'est un lieu de 3000 m² où une vingtaine d'associations vont être sous le même toit et vont œuvrer sur la logique d'égalité des chances. Donc c'est un lieu que j'espère très ouvert à la jeunesse et si certains sur les réseaux sociaux ou d'autres m'entendent, rendez-vous dans ce lieu, allez rencontrer les associations qui y sont, puisqu'elles sont là pour vous aider. Ça va être le lieu phare de fin d'année. Exactement. Donc c'est mon conseil. Et puis mon conseil aussi, c'est à tous, c'est donner un peu de lumière à la fois à ces femmes qui sont dans l'ombre, mais pas seulement, ces femmes issues de la diversité aussi. Dipti fait un super travail auprès des jeunes femmes. Aujourd'hui, je trouve ça insupportable de se dire qu'on a 8 femmes sur 500 dans une école d'ingénieurs. Donc cette politique dite volontariste, elle intervient très jeune déjà, et aussi de se dire, quand on est gamin ou gamine, vers qui je me projette, c'est qui, qu'est-ce que je veux devenir, voilà. Donc peut-être qu'un jeune de Bondy, c'est génial s'il a envie de devenir Kylian Mbappé, et c'est génial aussi parce qu'on montre que ce gamin, il a bossé pour en arriver là, rien ne lui a été donné, même ses parents n'ont pas cru en lui, d'après ce que j'ai cru comprendre. Enfin en tout cas au départ, s'il y a un reportage intéressant sur ça. Mais je veux dire, dès demain, on a besoin aussi de montrer des Xavier Niel, des Antoine Grandjean, etc., qui viennent aussi de cette diversité-là. Peu importe qui viennent de la ruralité, de banlieue, etc., mais que des gens puissent se projeter. Super, merci beaucoup Anthony pour ce beau témoignage.